Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, les résistants commencent à se perdre un petit peu en chemin, ou en tout cas à être kidnappés pour certains. Ceci étant, on a Nicolas Mirkovic avec nous. Nicolas, je parlais des résistants qu'on perdait en chemin. C'est un petit peu ce que l'on voit sur cette affiche. Jacques Beau, Xavier Moreau, attaqués avec une extrême violence par l'Union européenne, par la France, soyons complètement honnêtes. Ce qu'il s'est passé en ce milieu de semaine, c'était donc mercredi, sauf erreur de ma part, ou mardi au Parlement européen, en fait à la Commission européenne. C'est la demande, le souhait appuyé du gouvernement français. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode qui est tout bonnement honteux pour d'autres pays? Est-ce qu'on ne nous avait pas dit que l'Union européenne, c'était la protection des libertés fondamentales, le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie? Et là, on se retrouve avec une Union européenne qui est non seulement n'est pas capable de maintenir la stabilité et la paix sur notre continent, une Union européenne qui veut la guerre, mais en plus une Union européenne qui aujourd'hui ouvertement bafoue une des libertés fondamentales de l'être humain, de l'homme, qui est la liberté d'expression. Donc, on est retombé dans une ère de chasse aux sorcières de la part de l'Union européenne. C'est extrêmement inquiétant. Ce n'est pas du tout anecdotique ce qui vient de se passer. Et on en parlera ce soir. Il y a beaucoup d'attaques contre la liberté d'expression à travers toute l'Europe. Même les Américains s'en inquiètent, sont quasiment les premiers à s'en inquiéter. Notre classe dirigeante fait la carpe et les États-Unis voient très bien ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des citoyens européens, français, comme Xavier Moreau, est sous sanction. Peut-être n'aura-t-il pas le droit de venir en France. Peut-être s'il a des biens en France, seront-ils confisqués par l'État. Pourquoi ? Parce qu'il pense différemment. Voilà le fond du sujet. Et ça, évidemment, on ne peut pas laisser passer ça. Ce qui est le plus impressionnant dans cette affaire, c'est que finalement, il n'y a eu aucun vote, aucune décision de justice, aucun vote de parlementaire non plus. C'est une commission qui a statué de manière totalement opaque. On n'a aucune information sur qui était dans cette commission, comment ça s'est passé, quelles étaient les questions qui leur étaient posées. On n'en sait rien. On sait simplement que des sanctions ont été mises à l'encontre de citoyens européens. Je le dis sur ce titre, c'est l'Europe en mode full dictature. C'est finalement l'Europe qui critiquait tellement la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, qui se retrouve à être un régime encore plus autoritaire que ce qu'elle critique, non ? Très clairement. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas comme si c'était nouveau. Il faut vraiment faire attention parce que on l'a vu déjà, il y a les attaques de l'Union européenne contre X. Pourquoi est-ce que l'Union européenne attaque X ? Parce qu'elle a peur de la liberté d'expression qui s'y déroule. Et pourquoi a-t-elle peur de cette liberté d'expression ? Parce qu'évidemment, on trouve sur X ou sur des plateformes américaines, et il faut le dire, il faut le reconnaître, je suis le premier à taper sur les Américains quand ils font des mauvaises choses, mais quand ils font des bonnes choses, eh bien, je les loue, parce qu'on arrive à avoir une voix dissonante, on arrive à avoir un autre son de cloche par rapport aux médias dominants ou aux médias qui appartiennent à l'État. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une espèce de média officiel, la vérité, ce qu'il faut croire, il y a un ministre de la vérité, et de l'autre côté des personnes qui se disent, je ne vais peut-être pas croire tout ce qu'on me dit, j'ai envie de chercher d'autres informations. Et les moyens qui sont mis à la disposition de ces personnes-là sont attaqués par l'Union européenne. Et aujourd'hui, les personnes physiques sont en effet attaquées. C'est quand même extrêmement lourd, c'est extrêmement grave d'avoir des sanctions. Et comme tu le dis si bien, il y a même, quelles règles, quelles lois aurait-il enfreint ? Sommes-nous dans un état de droit ? On voit très bien que dans cette situation-là, des noms ont été mis comme ça sur cette liste. Pourquoi ? Qui a décidé ? Qui décide de ces noms-là ? Quelles lois ont-ils enfreint pour qu'il soit quelqu'un a décidé un jour, tiens, je vais mettre Pierre, Paul ou Jacques sur une liste et je vais dire que je mets des sanctions ? Ça, c'est 100% arbitraire. C'est de l'autoritarisme. Et c'est la poursuite d'une campagne qui vise à réduire nos libertés
On l'a vu lors des élections en Roumanie, on les a vus lors de la propagande massive européenne lors des élections en Moldavie. Quel que soit le sujet aujourd'hui, on sent très bien dès qu'il y a du poil à gratter sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont ciblées soit par des États membres de l'Union européenne, soit par l'Union européenne. Et si je donnais un exemple, ces derniers mois en France, on a et pareil, je ne suis pas là pour défendre forcément les médias que je vais citer. Je dis juste que ce sont des médias qui sont des médias alternatifs, qui apportent une voix dissonante, différente. On peut y adhérer ou pas, mais dans une démocratie, on doit respecter la liberté d'expression. Mais il y a C8 qui était clairement pas ma chaîne préférée, mais je ne suis pas réjoui qu'on interdise des chaînes de télévision. Vous avez le magazine Furia, vous avez pour d'autres raisons aussi, et le militant pro-vie Émile Duport qui dans l'association a collé des affiches sur des Vélib. C'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, mais qui écope d'une amende de plus de 30 000 €. Alors pourquoi ce deux poids deux mesures? Paris qui est tagué, qui est collé de partout, il y a certaines personnes qui risquent rien et d'autres personnes, parce qu'elles ont une opinion différente, se voient infliger des amendes de 30 000 €. Ou alors il y a des amendes pour tout le monde, ou il y a des amendes pour personne. Mais on voit très bien que selon ce qu'on pense aujourd'hui, eh bien, l'État décide d'appliquer des sanctions, de pénaliser ces personnes-là pour les intimider et pour tout simplement qu'elles ne s'expriment plus. Quand vous avez 38, c'est ce que dit Émile Duport, il est marié, père de famille, où est-ce qu'il va chercher 30 000 € pour payer une amende? Donc, c'est juste pas possible et c'est extrêmement inquiétant. Et je rappelle que ça, c'est un cas peut-être de vandalisme, mais sinon, dans les autres cas, ce sont des médias, ce sont des personnes qui s'expriment et on sait très bien à quel point il est quasiment impossible quand on tient un discours qui est différent, quand on a envie d'apporter un autre éclairage sur un sujet, à quel point il est difficile de passer dans les médias dominants aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des personnes qui font 100 000, 200 000, 1 million de vues sur Internet, certaines de ces personnes ne sont jamais invitées sur les médias dominants? Donc là aussi, ça montre qu'il y a vraiment deux mondes parallèles qui ne se croisent jamais. Ceux qui sont sur les réseaux rêveraient de débattre sur les médias, sur les plateaux des médias dominants pour apporter la contradiction, et ceux qui sont bien au chaud et qui sont en plus payés pour ça sur les plateaux des médias dominants craignent qu'une seule chose, c'est d'avoir à débattre les personnes qui sont sur les médias alternatifs, parce que ce n'est clairement juste pas le même niveau. Je vais rappeler une anecdote qui nous est arrivée il y a peu de temps, Nicolas, que tu connais bien puisque tu étais au cœur du sujet. J'avais été contacté par une journaliste de l'équipe de Pujadas dans le cadre du débat de Glucksmann sur LCI et qui voulait effectivement quelqu'un qui vienne apporter un message divergent justement avec le député européen Glucksmann sur le sujet de l'Ukraine. N'étant pas disponible, j'ai proposé Xavier Moreau. On m'a dit ah bah non, c'est pas du tout possible. Du coup, j'ai proposé Nicolas Berkovitch. Et là, c'est pareil, Nicolas, tu le sais très bien, tu te souviens de l'histoire. Eh bien, on a eu une fin de recevoir. Il n'y a pas de débat possible. Voilà, on ne peut pas. Pourtant, j'aurais bien voulu discuter avec Raphaël Glucksmann. J'aurais beaucoup de choses à lui dire. Je pense qu'on aurait pu faire un bon débat sur des. Et je pense qu'en plus, c'est pas ça le nerf de la démocratie. Est-ce que c'est pas ou même la confrontation des idées? Dans quel monde est-ce qu'on est? On est clairement dans la caverne de Platon, cette allégorie où vraiment l'homme enchaîné, et Platon quand même qui est visionnaire, qui part de ces images qui sont animées devant un mur. Alors, à l'époque, c'est du feu avec des marionnettistes, mais aujourd'hui, on pourrait carrément comparer à la télévision. Mais la personne qui est enchaînée et qui s'échappe, qui voit le soleil à la lumière du jour et qui ne croit pas, et qui a peur quand il retourne dans la caverne parce qu'il voit que les autres vont le tuer parce qu'il a vu la vérité, il a vu que c'était des marionnettistes, il veut en informer les autres et il a peur. Et Platon dit ça il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. Donc, on est vraiment là-dedans. On est dans la servitude volontaire. On est dans tout ce que l'histoire nous a enseigné de mal ou sur la dérive des systèmes totalitaires. On est en plein dedans. Et au lieu d'amener la confrontation sur l'Ukraine, sur la Géorgie, je pourrais parler de ces sujets avec Raphaël Glucksmann, ouais. Eh bien, les médias dominants ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mettre à mal une version officielle de leur histoire ou de l'histoire qu'ils essaient de nous imposer. Et quelqu'un qui amènerait à réfléchir, qui donnerait une autre opinion, qui ferait réfléchir les gens. Et tout d'un coup, maintenant, de plus en plus,
identifiés comme l'ennemi à abattre parce que ces personnes-là nous obligent à penser différemment. Mais ce sujet est extrêmement important parce que c'est le pilier de la vie en société. Je connais personne qui ait la science infuse. C'est de la confrontation d'idées que germent des nouvelles idées, la réflexion. Ça nous permet d'aiguiser notre pensée, d'affiner notre position, notre compréhension. Donc, c'est fondamental d'avoir des opinions différentes. Je ne lis jamais en priorité la presse qui est la plus proche de ce que je pourrais penser. Je préfère lire une presse qui est différente pour justement savoir ce que disent les autres et confronter les opinions des autres à mes pensées. Et évidemment, de tout cela, je vais me faire un jugement, pas une opinion. Or, aujourd'hui, on est dans une société qui veut imposer une position. Voici les gentils, voici les méchants. Faites ce qu'on vous dit, faites-nous confiance. Et à la fin, eh bien, on se retrouve avec des systèmes complètement totalitaires et pourtant, on nous avait dit que le système qui est mis en place aujourd'hui allait nous protéger du totalitarisme, allait défendre nos libertés. Ce n'est clairement pas le cas. Alors, Nicolas, ça se radicalise actuellement, on le voit, hein, sincèrement, on le sent même, je dirais. Moi, je suis à Strasbourg, là, depuis 2-3 jours, justement, pour des rencontres au Parlement européen, et j'étais justement hier assisté à des débats sur la question de la Géorgie dont tu parlais. J'ai entendu des choses complètement folles et lunaires de députés européens de différents groupes politiques et de différentes nationalités qui considèrent que la Géorgie est le précaré de l'Union européenne. Enfin, voilà, on vit chez les fous. Cette radicalisation, elle porte un nom aussi. Si on reprend la situation de Jacques Beau et de Xavier, elle est liée à la situation politique aujourd'hui et militaire en Ukraine. On le voit, et je vais l'afficher à l'écran, Nicolas, ce tweet qui a été fait par Frédéric Merch, je vais y arriver, qui a été fait pas plus tard que le 17, c'était hier, et qui dit, la traduction serait qu'il souhaite en fait utiliser les assets russes, c'est-à-dire les fonds russes gelés, pour financer l'armée ukrainienne pour les 2 années à venir. Donc voilà, là, les choses sont très clairement dites. Finalement, on nous avait vendu l'histoire des fonds russes qui pouvaient permettre de favoriser la reconstruction du pays. Bon, on n'en est plus là. On a abandonné toutes ces fausses, tous ces mensonges que seuls les naïfs ont pu gober pour maintenant nous dire, bah voilà, en fait, la vérité, c'est qu'on veut récupérer l'argent pour financer l'effort de guerre parce qu'il faut continuer à se battre. Et là, c'est ce que nous apprend Merch pour encore au moins 2 ans. Et on est dans l'illégalité. Donc, c'est-à-dire que clairement, on est déjà, l'Union européenne n'est pas un État. Hein. Je vous rappelle que là, l'Union européenne applique des sanctions. Ça, c'est plutôt c'est un État qui peut décider si son citoyen a le droit, si un de ses nationaux a le droit ou pas de rester dans le pays. Et il y a des lois qu'on doit respecter. Il y a des tribunaux. Je rappelle que dans les sanctions qui ont été imposées contre Beau et Moreau, eh bien, il n'y a même pas eu un jugement, il n'y a même pas eu une loi qui a été enfreinte. Et l'Union européenne, de toute manière, n'aurait pas cette prérogative. Elle n'a pas le droit de faire ça. Ce qu'elle a fait, c'est illégal. Comme confisquer les avoirs de la Russie, c'est un acte illégal. Qu'on soit pour ou contre, c'est illégal. L'Union européenne montre qu'elle est clairement en dehors de la légalité, elle décide, il y a un petit sérail de personnes qui, non élues à la tête de l'Union européenne, qui donnent le tempo. Vous avez des parlementaires qui sont grassement payés, pas tous, enfin, si tous sont grassement payés, mais il y a une partie majoritaire qui préfère suivre ce que dit le Conseil, et il y a heureusement encore des bons députés qui se battent pour la liberté d'expression, pour la justice, pour la démocratie, mais aujourd'hui, l'Union européenne est sortie de ses gonds. Elle a montré la nature réelle de son projet. C'est un projet qui est aujourd'hui en train d'imposer aux Européens la guerre, qui est en train de restreindre la liberté d'expression, qui inquiète les Russes, évidemment, qui inquiète même les Américains et qui inquiète le reste du monde. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'Union européenne qui se comporte comme un État voyou, qui confisque des actifs d'un pays étranger, quel autre pays étranger va vouloir investir en Union européenne si elle risque de se les voir confisquer parce que sur telle ou telle loi, elle aura pris une décision qui contrarierait le petit sérail de personne responsable à la tête de l'Union européenne? C'est extrêmement grave, ça laisse des précédents. Et même le FMI, qui n'est pas du tout une organisation pro-russe, s'inquiète. De nombreuses institutions, même de la presse étrangère, le Financial Times, explique « Attention, on est en train d'aller trop loin ». Et les Belges, chez qui sont une partie des actifs russes, il y a une espèce d'union sacrée autour
de leur Premier ministre Bart Weber, qui n'est pas non plus un pro-russe du tout, qui dit attention, on commence à rentrer dans l'illégalité. Est-ce qu'il y aura des répercussions contre nous? Évidemment qu'il y aura des répercussions contre eux, comme contre tous ceux qui volent. Je ne pense pas que les Russes vont laisser faire. Et de nouveau, on est entraîné dans cette spirale de guerre qui est voulue par l'Union européenne. Ton tweet le montre très bien. Le chancelier allemand veut financer la guerre. Est-ce que vous imaginez 5 secondes où on en serait aujourd'hui si l'Union européenne avait tout fait pour bloquer déjà le coup d'État de 2014, avait dit aux Américains qui avaient voulu ce coup d'État, on n'y participe pas, on ne veut pas. Imaginons qu'elle ait laissé faire parce qu'elle faisait confiance à Washington depuis des années. Si elle avait dépensé, mais le 1%, les 0,5% de ce qu'elle dépense pour la guerre aujourd'hui, si elle avait dépensé pour la mise en place des accords de Minsk II en 2015, si elle les avait dépensés pour la paix, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de guerre. La situation s'est stabilisée en Europe et le Donbass fait encore partie de l'Ukraine. C'est vous montrer la bêtise, l'ineptie des personnes qui nous dirigent et qui ont forcément, on l'a vu, un intérêt dans cette guerre, ou parce qu'ils défendent les intérêts d'oligarques qui ont des vues sur ce que l'Ukraine pourrait leur apporter. Et on a bien vu Boris Johnson, qui était quand même s'il n'est pas dans l'Union européenne, lui et sa famille politique sont très, en tout cas, sont assez proches de on va dire la politique de fond de l'Union européenne, l'atlantisme, a reçu 1 million de livres sterling de la part d'un oligarque qui l'a présenté à Zelensky et qui vend aujourd'hui des drones et des robots à l'armée ukrainienne. Il se paye sur la bête. Il a un intérêt à ce qu'il y ait une guerre parce que ça l'enrichit. Et j'aimerais bien qu'on fasse une enquête sur nos responsables politiques pour savoir jusqu'où est-ce qu'ils sont impliqués dans cette guerre. Pourquoi nous poussent-ils tant dans cette direction-là? Quels sont les intérêts qu'ils défendent? Alors, Vraiment pas les intérêts des Ukrainiens, des Russes et des Européens en règle générale. Et en tout cas, ils s'écrasent complètement tout ce qui pourrait rester de valeurs, soi-disant valeurs de l'Union européenne. Et justement, donc, je rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avons voté 140 milliards d'euros pour les 2 prochaines années à venir, 2026-2027, ce qui est censé couvrir le budget 70 milliards globalement par année de l'Ukraine, le budget administratif de l'Ukraine. Ça, c'était il y a quelques semaines, c'était mi-novembre, mais ça suffisait pas. Donc, on s'est engagé, en tout cas, à trouver une solution pour 200 milliards. Je le dis parce que je l'ai entendu hier dans les couloirs par des députés européens. 200 nouveaux milliards d'euros qui seraient alloués à l'Ukraine. Et cette fois, on ne sait même plus pourquoi. De toute façon, maintenant, on justifie même plus pourquoi. En plus, rappelons que quand même, on entend aujourd'hui Ursula von der Leyen pour finir un petit peu cet aspect économique qui est très important. Ursula von der Leyen qui est à Bruxelles et qui dit aujourd'hui personne ne sortira de la pièce tant qu'on n'aura pas trouvé une solution sur les avoirs russes. C'est-à-dire que maintenant, elle est en train de séquestrer des personnes représentant des États souverains jusqu'à ce que l'un d'eux craque ou tous craquent pour leur apporter une solution. Nicolas, juste avant de parler de tout ça, je voudrais quand même qu'on écoute la pastille de Poutine, Vladimir Poutine, du président russe, et puis tu me diras ce que tu en penses. До госпереворота, начали там боевые действия. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Полностью. Là aussi, ça se durcit en termes de ton. Bien évidemment, parce que plus on va aller vers la guerre, la guerre elle va se faire à deux. Et donc, s'il y a un discours qui est belliqueux anti-russe à Moscou, eh bien, Moscou va se préparer une guerre. Et je rappelle qu'il
il n'y a pas eu de volonté d'attaquer l'Union européenne. Vladimir Poutine a encore dit il y a peu de temps, mais si l'Union européenne dit qu'elle veut attaquer la Russie ou qu'elle se prépare à un affrontement contre la Russie, c'est ce qu'a dit Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées françaises, c'est ce qu'a dit son homologue britannique il y a quelques jours, qui a dit que d'ici 3 ans, il fallait que les Britanniques se préparent à la guerre contre les Russes. Elle était encore plus loin. Évidemment, au bout d'un moment, si vous parlez, c'est comme dans un bar, vous parlez, quand le ton commence à monter, il y en a qui va toucher l'autre. Et je rappelle que ce sont des armes des pays membres de l'OTAN qui tuent les Russes aujourd'hui, et c'est pas encore, le contraire n'est pas avéré. Donc, je n'ai pas encore vu d'attaque contre des pays membres de l'Union européenne de la part de la Russie. Et je reviens sur 2 choses. D'abord, tout cet argent qui est versé en Ukraine, à quoi est-ce qu'elle sert? À quoi est-ce qu'elle sert? Déjà, on sait qu'il y a toute une partie qui est détournée par la corruption. On sait qu'elle sert le complexe militaire-industriel qui s'enrichit sur la guerre. Et les profiteurs de guerre, ils sont très contents qu'il y ait cet argent-là. Sur le terrain politique, social, économique, militaire, l'Ukraine est en train de reculer. Ce qui exporte le plus l'Ukraine aujourd'hui, ce sont des Ukrainiens qui cherchent un bonheur ailleurs. L'armée est en train de perdre sur le terrain. Vous avez des personnes qui n'osent même plus investir dans le pays à cause de cette situation de guerre. Donc, la politique qui a été menée par les atlantistes et par l'Union européenne est un fiasco. Et au lieu de se rendre compte, d'avoir de l'humilité et de se dire « on s'est trompé, on va essayer autre chose », d'abord, moi, je leur dirais, essayez la paix, c'est une bonne idée. Mais imaginons qu'ils ne veuillent pas. Ils changeraient de méthode. Ils continuent de jeter de l'argent dans le tonneau des Danaïdes, d'une méthode qui ne marche pas. Et même, parfois, moi-même, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être sanctionner les responsables de l'Union européenne, parce que j'ai l'impression que les plus grands alliés de Poutine, c'est quand même ceux qui sont à Bruxelles et qui alimentent une politique qui, aujourd'hui, favorise la Russie, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'Union européenne qui s'appauvrit, c'est l'Ukraine qui, dans la dimension, se réduit, et c'est la Russie qui s'en sort renforcée. Donc, du coup, peut-être que les Européens devraient s'appliquer eux-mêmes, l'Union européenne devrait appliquer à ses propres commissaires des sanctions, si le but des sanctions, c'est de freiner ceux qui sont en train d'aider la Russie, parce qu'ils aident beaucoup plus la Russie, là, en ce moment, que le fonds Moreau est beau. Mais le problème, c'est qu'ils ont ce discours belliqueux, et les personnes qui tiennent ces discours-là et qui trouvent ce genre de moyens sont capables de nous lancer dans une guerre. Et tous ceux qui se disent, on va regarder, il y a 450 millions d'Européens, il y a 150 millions de Russes, ça ne va pas se passer comme ça. Si jamais on en arrive à la guerre, elle sera nucléaire rapidement. Et c'est-à-dire que tout le monde va y perdre, sauf peut-être quelques personnes avisées qui vont se mettre à l'abri pendant que tout le monde se détruit. Le continent européen s'est déjà détruit 2 fois au cours du siècle dernier, et certains en ont bien profité, et on a l'impression que leurs héritiers voudraient faire exactement la même chose aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement grave. Après, la politique européenne est incompréhensible, si ce n'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment des intérêts personnels à défendre. Et on n'est plus du tout dans la défense du bien commun. On n'est pas du tout dans la défense de l'Europe, très loin de la vision de Gaulle de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et moi, je suis plutôt pour l'Europe qui va de l'Atlantique au Pacifique. Mais on est très loin de tout ça, et c'est évidemment extrêmement dangereux, parce que non seulement est-ce que ça permet de poursuivre la guerre en Ukraine avec des personnes qui s'entretuent tous les jours, alors qu'on a la volonté de faire la paix, et que les États-Unis, qui sont pourtant l'instigateur de cette situation, eux-mêmes aujourd'hui ne veulent sortir de ce bourbier. Au lieu de les suivre, eh bien, on joue ce rôle-là. Alors peut-être qu'il y a un jeu de dupes côté atlantiste avec le bon policier et le méchant policier. C'est certain que ça aide un petit peu aussi dans le dialogue de Trump d'avoir des fanatiques sur son aile droite pour dire à Poutine, écoutez, il faut négocier parce que là, je ne contrôle plus ce qui se passe à Bruxelles. Ça, c'est sûr que ça joue en faveur des États-Unis, mais pour autant, je pense qu'ils veulent arrêter ce sujet-là, et ce sont les fanatiques atlantistes européens qui continuent cette politique qui est mortifère, qui est mauvaise pour tous. Et je vous rappelle que tout cet argent qui est donné à l'Ukraine, parce qu'on la reverra jamais, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans l'école, qui n'est pas investi, qui n'est pas dans les hôpitaux, dans la sécurité, dans la justice. Nos agriculteurs qui manifestaient aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors justement, en parlant des intérêts de chacun, ou du moins du but recherché de chacun, on va écouter Marine Le Pen sur la question. Le sentiment que j'ai, non, je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne pousse à la réalisation du plan de paix des Américains, bien au contraire. J'ai le sentiment que Mme von der Leyen, avec le soutien, voire même la complicité d'Emmanuel Macron, fait tout précisément pour que cette paix n'arrive pas. Et ceci est également une inquiétude, parce qu'en réalité, le sentiment profond que j'ai, c'est que l'Union européenne se sert systématiquement des crises pour pouvoir avancer ses pions,
et pour pouvoir s'attribuer des pouvoirs, des compétences que les traités ne lui ont pas attribuées. Ça a été vrai avec la crise migratoire, où elle s'est attribuée la compétence en matière d'immigration. Ça a été vrai avec le Covid, où elle s'est attribuée la compétence de santé. Et c'est vrai aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui lui permet de s'attribuer des compétences en matière de défense, ce qui relève dans les traités exclusivement en réalité des nations. Et voilà, Marine Le Pen, pour une fois, elle dit, elle a tout dit, non? Mais c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants. Ouais. L'Union européenne n'a pas les prérogatives de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas le droit de nous jeter dans la guerre. Elle est en train de mener le bal macabre de la guerre. Et il n'y a aucun État européen, ou très peu. On ne peut pas dire aucun, parce qu'on va dire les Fico en Slovaquie, Orban en Hongrie. Maintenant, on a le Premier ministre en Tchéquie, font de la résistance. Et c'est intéressant parce que ce sont des pays qui connaissent bien le monde slave, qui connaissent bien la Russie, qui savent qu'il faut discuter. Et c'est pas eux qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Eh bien, eux résistent. Mais le reste, pourquoi est-ce que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ne résistent pas en disant « Attendez, mais de quoi vous vous mêlez? C'est pas votre histoire, c'est pas à vous de nous pousser vers la guerre. On paye des milliards à l'Europe pour la stabilité, pour la paix, et on ne l'a même pas. On l'a même pas. Après, la vérité, c'est que certaines personnes au sein même de l'Union européenne, et dans cette élite autoproclamée, c'est loin de la véritable élite des spécialistes, atlantistes, la guerre permet d'oublier tout ce qu'ils font tout ce qu'ils ont loupé jusqu'à présent. L'Union européenne est un échec. C'est un échec total, complet. Et quand on compare les résultats économiques, quand on regarde le niveau de vie des Européens par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, l'Union européenne est en train de dégringoler. Et la France aussi. La France aussi, évidemment, elle est entraînée dans cette chute. À partir du moment où on donne les clés de la voiture à quelqu'un d'autre et que cette autre personne ne sait pas conduire, il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment d'être d'abord conduit, ou alors mal conduit, ou alors conduit dans des endroits où on ne veut pas aller. Et l'Union européenne… C'est ce que dit Nicolas à Marine Le Pen dans ce Roche vidéo. Et elle parle d'Emmanuel Macron comme soit, dans le meilleur des cas, un complice, soit, dans le pire des cas, ce qui est probablement la réalité, un coupable. Il est censé être le président des Français. Donc, il doit défendre les intérêts des Français. À partir du moment où une organisation qui ne défend pas les intérêts des Français impose aux Français des choix stratégiques, des choix en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de défense, qui ne sont pas les choix des Français, c'est-à-dire que ça montre bien que la France s'est soumise à une organisation supranationale et que le président des Français ne défend pas les intérêts de ceux qui l'ont élu, ou en tout cas de ceux qu'il est censé représenter. Et donc ça veut dire que oui, il était aujourd'hui forcément complice de cette situation-là, parce que s'il ne l'était pas, il dirait non, d'abord les traités ne vous permettent pas de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, donc vous vous arrêtez, et donc du coup il devrait donner un coup de baguette sur les doigts de von der Leyen, et deux, il devrait laisser aux Français de décider ce qu'on a envie de faire. Et l'Union européenne n'est pas une organisation militaire, une organisation qui est censée faire tout ça, mais à partir du moment où on lui donne la possibilité de le faire, c'est comme n'importe quoi, et on lui donne du pouvoir, elle saisit le pouvoir. Il faut que les Français reprennent le pouvoir, il faut qu'ils reprennent en main leur destin, parce qu'en en laissant les autres décider de notre futur, voire même de notre présent, on est en train de laisser passer la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie, ce sont d'autres qui décident à notre place. Donc, il faut qu'on se hâte de récupérer ce pouvoir pour décider nous-mêmes ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire la guerre, on a envie de défendre nos frontières, on a envie d'investir dans la santé, dans la sécurité. C'est à nous de décider, c'est pas à Bruxelles. Donc, le fait que nos responsables politiques en France et dans beaucoup de pays de l'Ouest européen, eh bien, par abandon ou par pusillanimité ou par complicité, décident de laisser faire Bruxelles, j'ai envie de dire que c'est criminel contre la démocratie. J'ai envie de dire que c'est vraiment une attaque grave contre les institutions et contre la France. Je pense pas que quand le général de Gaulle a appelé à la résistance, je pense à ces milliers de Français qui sont morts pour se battre, pour ne pas être assujettis à une puissance étrangère et qui lui imposerait ce qu'elle a le droit de dire, quelle langue elle a le droit de parler, comment elle doit penser, ce qu'elle doit faire. Eh bien, ces personnes-là ne sont pas mortes pour qu'on retourne
Et c'est pas parce que c'est moins violent officiellement aujourd'hui, ou en tout cas d'apparence, que c'est moins grave. Parce qu'on voit que petit à petit, ce gouvernement supranational, enfin ce gouvernement, cette organisation supranationale commence à être de plus en plus violente, à sanctionner des personnes, à leur interdire de circuler dans leur propre pays, ce qui est une attaque grave contre une liberté fondamentale. Eh bien, et quelle sera la prochaine étape? On va sortir les bûchers, on va brûler des sorcières, on va bannir socialement les personnes, on va réquisitionner leurs biens. Jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'aller? Attention, plus on les laisse faire, et ça c'est juste humain, plus on les laisse faire, plus on leur donne du pouvoir, plus ils vont en prendre. Donc, c'est un moment où il faut commencer vraiment à faire entendre la voix de la résistance, c'est maintenant. Parce qu'après, au bout d'un moment, plus ça va se dégrader, plus ça va être violent. Et ça va être bon pour personne. Absolument, Nicolas Mirkovic, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le moment, justement, c'est le moment. Voilà, si vous êtes non résistants, eh bien, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifications sur tous les programmes, de vous inscrire, bien évidemment, de la même manière à toutes les chaînes. Il n'y a pas que Divergence Politique. Il y a GPTV, il y a TV Liberté, il y a Toxin, il y a la chaîne de Sylvain Ferreira. Enfin, toutes ces chaînes, tous ces canaux de réinformation, abonnez-vous à ces canaux parce que c'est simple. Ils vont tout faire pour essayer de nous fermer les uns après les autres, petit à petit, puisque les portes ont été fracturées cette semaine avec la condamnation, la sanction qui ont été décidées de manière unanime et unilatérale par Bruxelles sur notamment Jacques Beau et Xavier Moreau. Ça y est, ils ont fracturé toutes les digues en fait ont été rompues. Maintenant, il y a plus. Maintenant, tout peut passer après tout finalement. Une fois qu'on a fait ça. Donc, abonnez-vous à toutes ces chaînes. Suivez Nicolas Mirkovic. Suivez tous ceux que vous écoutez, que vous aimez écouter. Suivez Xavier Moreau, bien entendu, sur Stratpol, sur son site, sur son canal Telegram. Voilà, abonnez-vous. Et puis, si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à soutenir vos cadeaux préférés. Vous le voyez pour nous, il y a un petit QR code. Faites un don. Ça nous permet de continuer à se battre avec vous et pour vous et avec vous et pour vous. Ça, c'est important. C'est pas qu'un combat, effectivement, Nicolas, c'est ce que tu disais, c'est pas qu'un combat unilatéral, il faut qu'on soit tous ensemble maintenant. C'est important. Je suis d'accord. Voilà. Bon, on va finir sur cette émission. On est un petit peu énervé et triste de ce qui s'est passé cette semaine. On va faire une petite pause de toute façon. Là, c'est les vacances de Noël, donc c'est le moment pour toutes et tous de se retrouver en famille, de se mettre autour du sapin, d'être avec ses enfants, ses petits-enfants, de passer un bon moment, de reprendre de l'énergie et on se retrouve à partir de janvier tous ensemble. En plus, on aura des bonnes nouvelles, Nicolas. Je crois que tu auras une sortie de livre qui arrivera progressivement. Fin janvier, je vais essayer de donner un peu d'espoir et de dire qu'on peut s'en sortir. La France, on a connu d'autres. À travers les temps, j'ai fait vraiment une étude de l'histoire de France, on a connu des périodes terribles, horribles. On a réussi à rebondir. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que je propose dans ce livre qui sort le 23 janvier qui s'appelle « Déclin et renouveau ». Comment les Français vont s'en sortir. Et j'en profite pour souhaiter à tout le monde une très belle fête de Noël, des belles fêtes de fin d'année et beaucoup de belles choses pour 2026. On sera toujours là et on ne se laissera jamais museler.